Bonjour et bienvenue sur Totem, un acronyme pour Tales of the Motherland, et merci de nous suivre. Comme d'habitude, nous vous apportons des récits africains pour une audience de tous les âges. Nous sommes très excités à l'idée de vous présenter notre nouvelle série d'histoires basées sur des faits et légendes réelles. Néanmoins, ces œuvres et tout leur contenu appartiennent tout autant à Totem, sauf si mentionné autrement. Si vous aimez le nouveau concept autant que nous, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, la partager et bien sûr vous abonner. Merci encore et allons-y. Ya Asantwa, protectrice du tabouret d'or. Sur la côte de l'océan Atlantique, juste au nord de l'équateur, en Afrique de l'Ouest, se trouve une large portion de terre, anciennement surnommée la Côte de l'Or par les explorateurs européens, à cause de ses réserves gigantesques d'or. Cette côte avait beaucoup de verdure, y compris des vastes forêts remplies d'arbres, tels que le limba africain, du bois de Seba, la bachi, le fameux acajou africain, une flore en effet magnifique comprenant les oreilles d'éléphant, les fleurs de jasmin, les pivoines et de nombreuses autres fleurs ravissantes couvraient cette terre de leur beauté époustouflante et de leur parfum enivrant. La faune était tout aussi merveilleuse. Des engoulevents, des grenouilles reed ouest-africaines, l'écureuil kintampo, l'éléphant des buissons, le phacochère géant de forêt et le petit rorqual sont juste quelques-uns des nombreux animaux que l'on trouve dans cet environnement. Une autre caractéristique dominante de la Côte de l'Or est la présence des Ashantis, un des groupes les plus larges de l'Afrique de l'Ouest. Les Ashantis sont très industrieux et ils étaient de grands bâtisseurs. Leur architecture très avancée, comportant des maisons modernes, avec toilettes à chasse d'eau, était révolutionnaire à cette époque. Leur communauté était très développée et la majorité des habitants vivaient dans des conditions très confortables, faisant ainsi l'objet d'admiration de nombreux peuples aux alentours, ainsi que les explorateurs et commerçants qui marchandaient avec eux. Les Ashantis vivaient de la terre et avaient développé une maîtrise de la manipulation de l'or. Ils utilisent beaucoup l'or, étant donné qu'il y en a à foison dans leur région. C'était très courant de voir les femmes et les enfants parés d'or, en plus de leurs vêtements aux couleurs vives. Ces vêtements étaient très souvent faits de tissu de kente. Les rois avaient même des motifs de kente élaborés juste pour eux, complémentant leur parure d'or qui les recouvre des pieds à la tête. Avant de devenir un royaume en tant que tel, les Ashantis étaient divisés en petits clans à travers le territoire, et chaque clan avait son chef. L'un de ces chefs était un officier de l'armée. Il s'appelait Osei Tutu. Il dirigeait les Ashantis de la capitale Kumasi, une capitale très moderne, avec des rues bien propres et bien tracées. Une capitale prospère. Osei Tutu souhaitait unir tous les Ashantis pour créer un grand empire ensemble, plutôt que de les voir tous éparpillés avec leurs armées individuelles et leurs petites querelles occasionnelles. Il demanda donc à son prêtre, Okomfo Anokye, de plaider auprès des ancêtres et dieux sur comment il devait s'y prendre. Vers la fin des années 1600, son prêtre se mit dans une séance de prières intenses, accompagnée d'invocations. Il pria et plaida longtemps, jusqu'à ce qu'enfin, un signe arriva du ciel. Pendant la transe du prêtre, un nuage de poussière commença à se former autour d'Osei Tutu. Et de ce nuage semblait sortir quelque chose qui brillait et qui commençait à avancer vers lui. Ça se rapprochait de plus près, plus près, plus près, jusqu'à ce que ça se pose droit sur ses cuisses.
provenant du ciel et se reposant maintenant sur les cuisses d'Ossetoutou se tenait un tabouret d'or. C'était le meuble le plus magnifique que quiconque ait jamais vu et encore moins fabriqué. Le style ne correspondait à aucun de ceux des artisans de la région. Il était en or massif, avec des engravures et des ornements très élaborés. Le tabouret venait avec des instructions strictes et précises. Il devait être précieusement gardé. Nul ne devait s'y asseoir, même pas un roi Ashanti. Cependant, le roi se devait de juste le frôler 3 fois pendant la cérémonie qui officialiserait sa montée au trône. On ne pouvait pas exhiber le tabouret non plus. Le tabouret d'or représente l'âme, la source même du peuple Ashanti. Et s'ils suivent toutes les instructions données lors de la livraison du tabouret, ils resteront unis et fortifiés. Ossetoutou était très content et très reconnaissant. Il fit comme on lui avait dit, et il devient le premier roi de l'Empire Ashanti. Le tabouret resta pendant des générations parmi les Ashanti, et leur lien se raffermit au fil du temps. Plusieurs générations passèrent, et plusieurs événements prirent place. L'un de ces événements était l'intérêt que portait la couronne royale d'Angleterre sur l'or des Ashanti. Le Royaume-Uni voulait dominer les Ashanti et les assujettir à leurs lois pour avoir accès et contrôler leurs massives ressources d'or, chose à laquelle les Ashanti s'opposaient farouchement. Cela causait des frictions entre les deux royaumes pendant une longue période, créant ainsi des conflits incessants. Finalement, en 1900, les Anglais décidèrent de s'emparer du précieux tabouret d'or des Ashanti pour briser leur état d'âme et déstabiliser leur résistance. Malgré qu'ils eussent déjà exilé le roi Ashanti de l'époque, cela n'avait pas eu l'effet désiré. Il leur fallait donc à tout prix ce tabouret. En plus, le poids en or seul de ce tabouret vaudrait l'effort de s'en accaparer. Le gouverneur anglais rendit donc visite au chef de clan pour forcer l'acquisition du tabouret. Voici ce qu'il leur dit. Votre roi Prempeh Ier est en exil et ne reviendra pas à Ashanti. Le représentant de la reine d'Angleterre prendra dorénavant le pouvoir. Le gouverneur demanda ensuite qu'une amende de 160 000 livres sterling soit payée par les Ashanti. Puis il continua. Ensuite, il y a l'affaire du tabouret d'or. La reine d'Angleterre a droit à ce tabouret. Vous devez le lui donner. Où se trouve ce tabouret? Je représente le pouvoir suprême de la couronne d'Angleterre. Pourquoi m'avez-vous relégué à cette simple chaise? Pourquoi n'avez-vous pas profité de cette opportunité de ma visite à Kumasi pour m'offrir un siège sur le tabouret d'or? Les Ashanti n'en revenaient pas de l'arrogance du gouverneur. Ils n'en revenaient pas qu'un étranger ose parler à leur chef de la sorte et ose même leur exiger de s'asseoir sur le tabouret d'or, leur sacré tabouret consacré exclusivement à leur roi. Cependant, la plupart n'osaient pas contredire le représentant de la couronne d'Angleterre. Après tout, l'Empire Ashanti était en position de faiblesse en ce moment-là, et il courait le risque d'une attaque militaire. Le roi n'étant pas là pour les guider, ils avaient donc peur d'affronter le gouverneur. Néanmoins, pas tous les Ashanti craignaient les paroles du gouverneur. Parmi eux se tenait une femme de 60 ans, appelée Ya Asantwa. Elle venait d'une des familles nobles d'un des clans. Plus tard le même jour, elle rassembla tout le monde et donna un des discours les plus braves qui y ait été offerts. Voici exactement ces paroles. Je vois que certains d'entre vous ont peur d'aller se battre pour notre roi. Si nous étions à la brave époque, l'époque d'Ossetoutou, au Komfo Anokye et au Pokouare, les chefs ne resteraient pas assis en regardant le roi être capturé,
sans tirer un seul coup de fusil. Aucun blanc n'aurait osé parler à un chef Ashanti de la façon dont le gouverneur vous a parlé à vous les chefs ce matin. Est-il donc vrai que la bravoure des Ashanti n'existe plus? Je n'arrive pas à le croire. Cela ne peut être. Je dois vous dire ceci. Si vous les hommes d'Ashanti n'allez pas vous battre, nous le ferons à votre place. Nous les femmes, nous le ferons. Je lance un appel à toutes les femmes. Nous allons combattre l'homme blanc. Nous allons nous battre jusqu'à ce que la dernière de nous tombe sur le champ de bataille. Ces paroles courageuses redonnèrent de l'espoir, de la fierté et de la dignité aux hommes. Elle les mobilisa tous pour former une contre-attaque quand l'armée britannique descendit sur la capitale Kumasi quelques jours plus tard. Des milliers d'Ashanti allèrent de l'avant pour se battre pour leur royaume, se battre pour leur mode de vie, pour leur futur et celui de l'âme Ashanti, le tabouret d'or. Pendant 6 longs mois, ils firent preuve de courage, force et ingéniosité, développant des techniques qui rendaient la vie difficile à leurs assaillants. Au final, l'armée britannique gagna cette fameuse guerre connue sous le nom de la guerre du tabouret d'or. Et les Ashanti leur cédèrent le tabouret d'or. Du moins, c'est ce qu'ils leur ont fait croire. Voyez-vous, une fois que les Ashanti se sont rendus compte qu'ils perdraient la bataille, Yaa Asantewaa s'arrangea à faire un réplica du tabouret, un faux avec une couche d'or au-dessus. Ce réplica était tellement bien fait et l'armée britannique était tellement anxieuse de déclarer victoire qu'elle ne réalisa pas qu'elle s'était fait duper. Malgré que l'Empire Ashanti tomba finalement entre les mains du régime britannique, les Ashanti restèrent unis et gardent toujours un esprit soudé. C'est grâce à cet esprit soudé que leur culture a survécu et reste vibrante jusqu'aujourd'hui. Après 24 ans d'exil, le roi Prempeh Ier fut enfin libéré et rentra chez lui. Des milliers de ses sujets formèrent une foule pour l'accueillir et l'acclamer à Kumasi et partout sur le territoire qui est maintenant le Ghana. Il ne parvint pas à remercier Yaa Asantewaa car elle aussi fut capturée et envoyée en exil où elle passa le reste de sa vie. Cependant, sa bravoure inégalée fut reconnue. Yaa Asantewaa est très honorée au Ghana pour son courage et sa détermination qui ont sauvé le cœur du peuple Ashanti. Le courage et la détermination qui ont sauvé le tabouret d'or. Le tabouret d'or joue toujours un rôle sacré dans les affaires des Ashanti jusqu'à présent. Chaque nouveau roi s'y assoit légèrement 3 fois pour officialiser sa montée au trône, comme au temps d'Osei Tutu. Sa descente propice parmi les Ashanti a révolutionné le cours de leur histoire. Une descente très propice en effet, en ce jour inoubliable où Osei Tutu a reçu ce cadeau venu droit du ciel.